Swear. Here we go again. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Polydomso Shelby. On fait deux fois la même blague et Rusty Business toujours là pour vous servir. On va s'intéresser donc à cette rumeur entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Enfin une revanche que l'on attend finalement depuis 2014 et cette UFC 178 où il y avait énormément de stars en devenir de l'organisation qui s'étaient affrontées, dont l'Irlandais et l'Américain. Conor s'était imposé par KO après 90 secondes. Depuis, les deux hommes ont monté de catégorie. Dustin Poirier est devenu un contender pérenne de cette catégorie lightweight. Et de son côté, Conor McGregor a pris le titre de champion lightweight en 2016, devenu la plus grande superstar de l'histoire du sport. Et puis, il se tourne autour. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que Conor McGregor est en conflit ouvert avec Dana White et l'UFC concernant un combat de retour. De son côté, Dustin Poirier n'a pas pu se mettre d'accord avec l'organisation pour affronter Tony Ferguson lors de l'UFC 254. Donc, ils ont fait leur petit truc de leur côté. Ils sont mis d'accord sur un combat de charité. Et là, l'UFC a fait une offre. Alors, messieurs, mon cher Rust, on va commencer par vous. Est-ce que finalement l'UFC y croit vraiment à ce combat-là ou c'est juste une déclaration de Dana White pour dire allez, on leur a transmis quelque chose quoi. Oui, ouais, je pense que c'est ça, hein, honnêtement, puisque l'UFC, voilà, on y retourne. Parce qu'en fait, pour la petite blague, on a eu un problème technique il y a quelques minutes qui a fait que tout notre podcast est à refaire. Donc là, on va redire les mêmes choses, mais c'est comme dans le bon labo. C'est comme dans Matrix 1, tu sais, quand t'as le chat qui passe deux fois. Voilà, j'avoue. Donc voilà, écoutez, donc on va redire un peu les mêmes choses pour le début. C'est que, en fait, il y a quand même peu de chances que l'UFC ait réellement un intérêt, parce que s'ils avaient réellement un intérêt, ils auraient proposé vraiment factuellement le combat il y a longtemps. Donc là, c'est simplement parce que, comme le disait Polydomso dans ce podcast Déjà Vu, comment dire, de toute façon, juridiquement, c'est clair qu'il y a peu de chances que le combat de charité se fasse parce que ce sont des deux professionnels qui sont sous contrat avec l'UFC. Donc, mais en revanche, comme c'est pour une association caritative, comme c'est quelque chose qui a quand même un petit peu de traction parce que c'est Conor McGregor et Dustin Poirier, l'UFC ne peut pas rester silencieux entre guillemets. Donc voilà, ils ont, je sais pas si c'est fait mine de proposer un combat, mais ça m'étonnerait beaucoup puisqu'ils n'avaient pas réellement d'intérêt avant, qu'ils en aient soudainement un depuis qu'il y a eu la proposition. Enfin, comme si ça avait eu une illumination. Ah oui, c'est vrai, on peut faire Conor McGregor Dustin. Donc évidemment, il l'avait avant. Ça m'étonnerait que ce soit une proposition entre guillemets sérieuse. Donc j'ai beaucoup de mal à croire que l'UFC veuille réellement que ce combat ait lieu. Parole à la défense. Et ce à quoi je rétorquais justement qu'en fait moi l'approche que j'en ai, c'est que je suis d'accord avec Russ sur le fait qu'il est étonnant que ce combat n'ait pas été proposé plus tôt, étant donné déjà l'historique en fait qu'il y a entre les deux combattants et aussi leur position actuelle dans la compétition dans la catégorie lightweight. C'est un combat qui est pertinent, je pense, pour un retour de Conor McGregor et qui, franchement, Dustin Poirier ne cracherait pas sur un Red Panty Night avec Conor McGregor. Donc, franchement, ça fait plaisir à tout le monde. Les gens regarderaient ce combat aussi. C'est étonnant qu'il n'ait pas proposé avant. Peut-être qu'il y a eu des négociations en sous-main et que Conor était trop gourmand. On n'en saura jamais rien, en fait, de ça. Là, je pense que cette déclaration, c'est vraiment un truc de PR, tu vois, de public relations, tu vois, justement pour pas laisser en fait la rumeur du combat de charité trop enflée, enfin pour montrer qu'il y a un peu le contrôle quoi. Et en fait c'est là où c'est intéressant comme technique de négociation prise à part. C'est-à-dire si on fait abstraction du combat Dustin Poirier Conor McGregor, ce qui est intéressant c'est que quand tu as le poids d'un McGregor ou d'un Floyd Mayweather ou même d'un Khabib maintenant, tu vois, enfin si tu as un poids vraiment médiatique, tu peux faire des déclarations comme ça qui n'ont pas de sens et qui sont pas envisageables en fait. Ce que disait Rust, c'est que c'est un combat qui, honnêtement, juridiquement, je pense pas qu'il puisse se faire, compte tenu des clauses qu'il y a dans les contrats de l'UFC. Ouais, ça couvre aussi les combats de charité. Voilà, c'est ça. Donc ça m'étonne, tu vois, qu'il dit ça. Néanmoins, le fait de le dire, et je pense que Conor McGregor le sait très bien qu'il peut pas faire le combat et Dustin Poirier aussi, mais le fait de le dire, ça fait naître dans la psyché collective en fait cette idée en fait. Et comme Conor McGregor encore aujourd'hui il a énormément de résonance auprès de beaucoup de gens, en instillant l'idée, tu vois, c'est un peu comme dans Inception, tu vas mettre l'idée dans le cerveau des gens, tu crées une demande pour ce combat et donc du coup par réaction
les mecs de l'UFC sont obligés de faire quelque chose. Que ce soit de dire bah non, c'est pas possible parce que ça, donc de communiquer sur la question, ou alors de dire oui, on va le faire parce que finalement, l'un dans l'autre, on va se faire de l'argent et tout. Donc j'en profite pour interjecter ce que j'avais interjecté dans le premier aussi, et qui est que c'est exactement par exemple ce qui s'est passé avec Nate Diaz et le BMF title, qui en gros, c'est sorti de l'imaginaire de Nate Diaz et ça a été cristallisé ensuite par l'UFC. Mais vraiment, c'est parce qu'il y avait une inertie publique et médiatique qui a été créée par les déclarations de Nate Diaz, quoi. C'est ça. C'est du billard à 3 bandes, vraiment, je tiens à le préciser, parce que tu dis ça, pas pour directement l'avoir, mais pour faire déclencher quelque chose et ensuite l'avoir. Donc c'est pour ça que, en termes de stratégie médiatique, c'est assez intéressant, même si ça paraît complètement bidon et fantasque au début. Et moi, franchement, il y a l'exemple bien sûr du BMF title, mais moi, l'exemple le plus marquant, c'est quand même l'exemple Conor McGregor, Floyd Mayweather. Parce qu'à la base, ce combat, il était balancé un peu comme une vanne. Honnêtement, franchement, quand ça a été annoncé, les gens étaient en discussion, surtout venant de Floyd Mayweather, qui est quand même très coutumier de ce genre de pratique, tu vois, de déclarations fracassantes marketing, ça paraissait bidon. Néanmoins, c'est né dans l'esprit de beaucoup de gens et ça s'est fait. Donc, pourquoi pas, tu vois, je pense que c'est pour ça, je suis pas foncièrement en contradiction avec Rust sur le fait que l'UFC voulait peut-être pas le faire jusqu'à ce point-là, tu vois. Jusqu'à ce moment-là, il y a une chronologie en fait, et chronologiquement, ils voulaient peut-être pas le faire jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y ait commence à avoir un engouement, tu vois, autour de ce combat. Et je suis d'accord avec M. Polydomso parce qu'au-delà de l'UFC, par rapport à l'engouement autour du combat, puisque c'est vrai que Dustin Poirier cherche cette revanche depuis un certain temps, je pense aussi qu'il y avait des difficultés avec Conor McGregor, parce qu'on se souvient, l'UFC l'a dit, Justin Gaethje l'a dit, il devait y avoir ce combat Conor McGregor, Justin Gaethje pour l'été. Et c'est vrai que Justin Gaethje poussait, mais pas Conor McGregor, parce que je pense que dans son esprit, Conor, il voulait la revanche face à Khabib Nurmagomedov ou un combat plus lucratif. Et donc là, aujourd'hui, je pense que l'UFC aussi, ils sont dans une situation où ils tiennent un petit peu Conor pour lui dire, si tu veux justement obtenir cette revanche ou bien avoir ta chance pour le title shot, il faut que tu affrontes un des membres du top 5. Et donc, ce n'est pas directement Khabib ou la revanche contre Nate Diaz, enfin, la trilogie contre Nate Diaz. Et donc là, justement, je pense que d'un point de vue timing, pour eux, c'est bien parce qu'ils se disent, Conor McGregor a vraiment envie de combattre. Enfin, il était quand même à ça de faire un combat contre Diego Sanchez. On en est quand même là. Ils se disent, là, on peut vraiment faire une voix off et le tenir de ce côté-là, et donc avoir ce combat contre Dustin Poirier, messieurs. Avant de passer à l'analyse, petit point réclame, vous pouvez vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify, et balancer un petit pouce bleu, ça nous fait énormément plaisir. Mon cher Polydomso, s'était affronté en 2014, KO de Conor McGregor. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit différent, ou du moins, après ce combat-là, c'est vrai que c'est aussi ce qui a été dit du côté de Conor McGregor, c'est après une telle performance, c'est un petit peu compliqué de réussir à vendre une revanche. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça pourrait être différent, ou du moins, il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser que Dustin Poirier pourrait faire différemment? Alors, je vais faire une petite parenthèse, puis ensuite je vais laisser Rust développer les idées qu'il avait développées préalablement, qui me semblaient fort judicieuses. La parenthèse, c'est que moi, ça me fait toujours marrer les gens qui disent « Ouais, je l'ai mis KO en 50 secondes, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un rematch. » Moi, justement, c'est dans ces cas-là où il y a un intérêt d'avoir un rematch, parce que les KO en 50 secondes, ça ne veut rien dire généralement. Enfin, tu peux attraper quelqu'un en contre et tout, tu sais pas, peut-être que un autre le fameux José Aldo Conor McGregor. Le José Aldo Conor McGregor, ou même le José Aldo tu sais, le genou sauté qu'il a mis, Cub Swanson, voilà, tout à fait, où pendant des années après, Cub Swanson ne pouvait plus combattre José Aldo parce que tout le monde disait ouais non, mais en fait, alors que bon, franchement, le combat était intéressant, tu vois, c'est ça. Si tu veux, pour moi, quand le combat, par exemple, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis, là, pour moi, il n'y a plus rien à dire. Si tu veux, pendant 5 rounds, Anthony Pettis s'est fait rouler dessus. Voilà, tu vois, là, c'est clair et net. Mais quand tu attrapes quelqu'un à froid sur les premières minutes d'un combat, ça en dit pas long sur le dénouement d'un futur rematch. Donc voilà, cette parenthèse fermée, je laisse la parole à Rust. Moi, simplement, en fait, ce qui me semblait, et on était tombé d'accord d'ailleurs avec Polydomso dans cet illustre podcast perdu, mais c'est qu'en fait, même si les deux ont progressé, et donc ça, c'est comment dire, Polydomso a progressé aussi en striking, sûrement, c'est même sûr, mais comment dire, Dustin Poirier et Conor McGregor ont tous les deux progressé, mais effectivement, Polydomso soulignait le fait que c'est surtout Dustin qui a vraiment, il est
il est monté à un niveau et il a changé son style pour être maintenant vraiment quelqu'un d'extrêmement complet, de poli et qui a des armes vraiment à faire valoir qui sont super intéressantes, super efficaces. Et, euh, et voilà, et en particulier, on avait fait un truc sur le Philly Shell et la garde de Dustin Poirier qui est vraiment super intéressante, la manière dont il l'utilise, le fait qu'il est maintenant, comment dire, c'est moins un brawler, c'est moins un mec qui va à la bagarre, il est beaucoup plus précis, il reste explosif, mais il est extrêmement technique. Et comment dire, et Conor McGregor, donc ça c'est encore une fois Polydomso qui disait, et on peut être d'accord, je pense, le fait qu'il a épuré son style un petit peu depuis qu'il est monté dans les catégories, parce qu'il est un peu plus lourd, parce qu'il peut plus vraiment faire de trucs de fou, spinning back kick, de machin, genre par exemple le combat contre Dustin Poirier en featherweight, je sais plus combien il fait de kicks un peu fantasques dans le combat, mais voilà, tu sens que c'est un peu des dépenses d'énergie qui sont dispensables. Mais voilà, et en fait, ce qui était vachement intéressant, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que même si Dustin a énormément progressé, que le combat se fera soit en lightweight, soit en welterweight, ce qui quand même change un peu la dynamique du combat, malgré tout, au niveau des styles, on se rappelle que le dernier KO monstrueux qu'a pris Dustin Poirier, c'est contre un gars explosif, extrêmement rapide dans ses déplacements, qui couvre la distance rapidement et qui a un bon sens du timing. Et bon, s'il y a bien quelqu'un qui a tout ça, c'est quand même Conor McGregor. Et c'est pour ça que même si le combat serait probablement totalement différent dans sa dynamique, je pense qu'au niveau des styles, et Polydomso était d'accord, il me semble, le combat, il y a moyen qu'il favorise encore Conor McGregor, qui est un sniper en fait. Et c'est là que ce serait très intéressant. Parfaite synthèse de tout ce qu'on avait dit en fait. C'est vraiment ça, c'est que les deux ont évolué en fait par rapport à leur premier combat. Je pense que celui qui a le plus évolué, qui a le plus progressé reste Dustin Poirier. Conor McGregor a forcé sur les forces qu'il avait déjà en fait, et il a en fait un peu régressé sur les outils qu'il utilisait pour dissimuler ses forces. Son kicking game, je trouve, a un peu perdu en variété. Alors, il a gardé encore des attaques qui sont très très efficaces, notamment ses front kicks je pense qu'il a passé un peu à un niveau supérieur. Encore aujourd'hui, tu vois, il les utilise bien. Même dans son combat contre Khabib Nurmagomedov, c'était un des rares types d'attaques sur lesquels il avait du succès contre Khabib. Donc c'est des armes qu'il utilise toujours, mais il a plus tout cet arsenal. Même franchement, moi le combat aussi où il utilise énormément de kicks, c'est contre Max Holloway. Il fait des jumping, des fins de scissor kick et tout pour couvrir la distance et pour ensuite contrer, enfin pousser Holloway contre la cage pour ensuite développer son anglaise. Toutes ces armes-là, c'était pas des armes en soi, c'était des armes pour dissimuler en fait son anglaise ou pour permettre à son anglaise de s'exprimer en cadrant l'adversaire. Maintenant, il est plus épuré, c'est-à-dire il va utiliser plus rapidement son anglaise et donc du coup, il est devenu un poil plus prévisible, je trouve, en lightweight. C'est pour ça que moi, je pense que la version featherweight de Conor McGregor était un peu meilleure, à mon sens, que celle actuelle. Alors que Dustin Poirier, c'est l'évolution inverse. Il est passé d'un brawler très explosif et qui avait du knockout power mais qui avait vraiment pas une très bonne défense de striking et donc du coup qui était assez vulnérable quand il rencontrait quelqu'un qui était solide mentalement et qui renvoyait les coups. Il est passé de ça à un boxeur qui devient de plus en plus technique. Et donc les deux évolutions notables qu'on peut constater dans son jeu en striking, c'est son jab qui est devenu plus performant, plus efficace. Avant, il l'utilisait presque pas. Il explosait souvent sur un bras arrière pour faire ses attaques en switch, en changement de garde. Maintenant, il a un jab qui, tu vois, par exemple, son combat contre Justin Gaethje, il double, il triple son jab pour installer sa distance. C'est un truc qu'il faisait pas avant, tu vois. Et il y a sa défense en Philly Shell. Donc Philly Shell, donc l'épaule en avant et le bras arrière pour couvrir la tête. Et en fait, tu cherches à bloquer les coups avec ton épaule. Ce que faisait Floyd Mayweather ou beaucoup de boxeurs old school, James Toney aussi, Archie Moore aussi pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est très très intéressant en MMA. Je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des défenses de ce type-là parce que les défenses en fait de boxe traditionnelles où tu essaies de te couvrir avec tes gants sont pas très fonctionnelles en MMA étant donné la taille des gants en fait. Il faut chercher d'autres choses, les déplacements. Le Philly Shell peut avoir un côté intéressant aussi de parler du fait que tu as un bras qui est directement en bas et qui peut aller chercher en takedown de défense si jamais il y a besoin. C'est vrai. Et en plus, ça permet aussi de se couvrir le corps. Donc, c'est vraiment pas mal. Et on voit de plus en plus de combattants de MMA qui sont en train d'adopter ces techniques un peu old school de boxe
J'avais cité Mats Burnell, mais il y a aussi Bobby Green qui le fait aussi très très bien. Et il y en a d'autres que j'ai vus qui utilisaient de plus en plus ce style-là. Donc c'est très très intéressant ce qu'il apporte. Néanmoins, malgré tous les efforts qu'il a fait, malgré toute la progression qu'il a fait, son profil reste quand même sensiblement le même. Ouais. Et il est quand même très vulnérable. En fait, en featherweight, c'était vraiment un canon de verre de Dustin Poirier. C'est qu'il n'avait pas une très très bonne défense. Il faisait vraiment mal aux adversaires, donc les gens étaient quand même un peu hésitants à l'engager directement debout. Mais contre un sniper qui est un peu posé et qui calcule bien et qui est un peu froid dans sa démarche, il a un peu de problème. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il a ça. Parce que même son combat contre... Gaethje, il a galéré quand même. Gaethje, ouais, non, c'est clair. Il a failli se faire bien qu'il est quand même. Et il y a plusieurs moments où c'était vraiment chaud. Et heureusement, tu vois, la défense qu'il avait commencé à vraiment à payer des dividendes parce que il n'y a pas que ça. Et moi, surtout, c'est son jab. Je pense qu'il a beaucoup aidé contre Gaethje parce que c'était encore le Gaethje qui combattait peut-être la première, tu vois, comme une espèce de requin marteau, tu vois, il prenait les coups et il essayait de contrer. Donc du coup, Gaethje et sa stratégie de taper plusieurs fois pour fausser le rythme en fait de Poirier, de taper plusieurs fois Gaethje pour fausser le rythme et ensuite enchaîner en combinaison, ça avait bien fonctionné contre Gaethje. Néanmoins, tu vois, par exemple contre Dan Hooker, je pensais il y a quand même beaucoup de coups qui sont passés, mine de rien. Et Dan Hooker n'est pas réputé pour avoir. Il met ses adversaires KO, mais c'est plus des met KO parce que c'est ça, accumulation de dommages et c'est tactique. Il arrive à placer un genou et tout. Enfin, les gars, je suis désolé, je crois que je vais devoir vous quitter malheureusement. J'ai pris 5 minutes de plus et je suis désolé. Du coup, j'ai un empêchement et je dois y aller. Donc, voilà. À très bientôt. Hein. Adieu, Au revoir. Adieu. Bien, mon cher Polydopson, on va finir à 2. Hein. Ouais, bah écoute, c'est toujours mieux que rien. Et donc, ce que je disais avant que Russ fasse une sortie remarquable, c'est que justement le fait que sa défense, même si elle s'est améliorée, n'est pas imperméable et qu'il a toujours en gros les mêmes faiblesses qu'avant, même si il a resserré les fenêtres d'opportunité. Ouais. Je pense, et du coup je m'aligne sur ce que disait Rust avant de nous quitter précipitamment, que le match-up favorise encore un striker sniper comme Conor McGregor. Eh bien, je suis bien d'accord, mon cher monsieur. Et moi, c'est peut-être le dernier point là-dessus qui m'inquiète un tout petit peu. C'est vrai que c'est l'issue du combat, en fait. C'est si on a bis repetita du premier, ce sera très compliqué pour Dustin Poirier de revenir de ça, parce que ça fera 3 fois titre où il y a eu des déconvenues assez brutales face au même type de combattants. Et là, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ce qui se passe dans la cage et puis ensuite le ressenti des fans qui fait que tu te retrouves bloqué malgré tout ce que tu fais. Et là, je pense que pour lui, ce sera très compliqué. Enfin, j'ai surtout peur, en fait, pour Dustin Poirier dans cette revanche. Après, cela dit, s'il fait la revanche, déjà, il va se faire un max de thunes. Oui, donc, ça, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est non négligeable. C'est quand même un des principaux objectifs des combattants quand même à ce niveau-là. Tu vois, c'est de se mettre à l'abri. L'avantage qu'a Dustin Poirier, c'est que Conor McGregor n'est pas le champion. Ce serait très, très chiant pour lui si c'était lui le champion et qu'il prenait 2 défaites d'affilée contre lui. C'est-à-dire, je pense que Dustin Poirier, il y a des match-ups qui sont pas favorables pour lui, mais dans la majorité des cas, il peut battre beaucoup des gens, même dans le top 10 des lightweight. C'est dire à quel point il est bon, tu vois, et c'est dire à quel point je l'admire et tout, parce qu'il y a des gens qui pourraient croire, parce que j'ai dit que stylistiquement ça favorisait McGregor, que je suis un... On l'adore, ce mec de Dustin Poirier. Voilà, c'est un de mes combattants préférés. C'est un de mes combattants préférés et surtout j'aime beaucoup l'évolution tactique qu'il a connue et technique. C'est remarquable, surtout à ce niveau de sa carrière et surtout dans des catégories aussi difficiles. Lightweight et featherweight, c'est l'antre du démon en termes de compétition. Donc c'est vraiment beau de sa part. Donc si jamais il repère contre Conor McGregor, c'est vrai que ce sera compliqué, mais je pense qu'il pourra toujours se refaire. Il y a plein de match-ups qui sont très très intéressants. Qui viennent, il y a beaucoup de combats que j'aimerais bien voir et il sera, je pense qu'il en a encore beaucoup sous le pied Dustin Poirier. Bien, et bien. Donc ce serait pas la fin de l'histoire pour lui, c'est la fin de Dustin Poirier. Non, complètement. Bien, mon cher Polydopson, on va se dire à très très vite. Big shout out à MyProtein, moins 38% avec le code LASUEUR et moins 10% sur tout Venom, là aussi avec le code LASUEUR, sponsor de l'UFC, sponsor du ONFC et bien évidemment sponsor du podcast LASUEUR. À la prochaine. Swear.